La pluie tombe sur les toits de Paris. Dans les rues, la colère et la violence menacent d'exploser. Les habitants ont peur. Les bouts de vagis font profil bas. L'orage gronde. Aujourd'hui, Léon Castelli, Martial Lemaître, Mallory Baron et Ante Posavets se rencontrent enfin. À eux quatre, ils forment l'unité Escaton, chargée d'enquêter sur une série de meurtres qui menacent d'embraser la ville. Ils ne se sont jamais rencontrés. Pourtant, ils ont beaucoup entendu parler les uns des autres. Parviendront-ils à collaborer malgré leurs différences, leurs suspicions et leurs intérêts divergents ? Attention, ce podcast peut aborder des sujets matures et sensibles. Une liste de mises en garde est disponible dans la description de l'épisode. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cette édition matinale. Merci de nous avoir rejoints si tôt. Tout de suite, les titres. Au programme de ce matin, un point sur les manifestations importantes attendues sur Paris, en cause l'arrestation de plusieurs délinquants ayant suscité une réaction violente de la foule, causant 5 morts, une dizaine de blessés graves, ainsi que d'importants dégâts matériels. Plusieurs associations et groupes politiques accusent une réaction démesurée des officiers de police présents, tandis que le ministère de l'Intérieur met en avant les conditions difficiles des agents de terrain. Un préavis national de grève a été déposé et la mobilisation en ville promet d'être intense, avec près de 40 000 personnes attendues. Retour d'une affaire vieille de 10 ans avec la découverte du corps de Sergueï Dinarov, figure majeure du crime ukrainien sur Paris. Spécialisée dans le trafic humain, cette figure énigmatique avait disparu des radars de la police après sa disparition au cours du démantèlement de la famille Sevenchenko, un groupe criminel dont les agissements avaient défrayé la chronique il y a 10 ans. La direction générale de la police judiciaire n'a émis aucun commentaire. Nous ouvrons dans un couloir crasseux, quelque part en ville. Une odeur âcre et métallique emplit l'air. La pénombre empêche de voir clairement le sol de béton et les murs sales, couverts d'une substance couleur rouille qui semble avoir coulé du plafond. Dans l'obscurité, cependant, des sons de pas se font entendre. Des pieds nus et hésitants. Une forme longiligne, au trait indiscernable avance lentement. Ses mains parcourent son corps, son visage, comme si elle cherchait à se reconnaître. Elle s'arrête, éclairée chichement par un ray de lumière blanche qui parvient de l'extérieur. Elle prend une inspiration tremblante, puis un râle, ou plutôt un sanglot profond, jaillit du fond de sa gorge. Et dans l'obscurité, elle reste là, en attente, ailleurs. Un soleil timide éclaire la façade de verre du bastion, le QG de la police judiciaire et des différentes brigades. Des nuages menaçants filtrent les rayons, et le son distant du tonnerre retentit au-dessus des têtes des quelques agents présents à l'extérieur. L'odeur de pluie parvient aux narines, et c'est dans ce calme étrangement menaçant que nous nous approchons lentement, dépassant l'enceinte et le chantier qui entoure le bâtiment, pour atteindre un second édifice, relié au premier par une coursive. Rien n'attire l'attention sur cet endroit couvert d'échafaudages et de bâches qui en dissimulent la surface. En remontant le long de ce géant de verre, d'acier, de béton, dissimulé à la vue par son jumeau, nous arrivons lentement vers le dernier étage de cet immeuble. Puis, nous avançons à travers une large baie vitrée dans une pièce d'une 50aine de mètres carrés. Des bureaux, placés sous la forme d'un U sur lesquels sont disposés plusieurs ordinateurs, des piles de dossiers, des cartons emplis de documents, un projecteur suspendu au plafond orienté vers un mur craquelé, un grand tableau blanc aux côtés duquel sont disposés des feutres ainsi que des magnets. Contre les murs de cet espace, du matériel antique, bobines d'enregistrement, cartons défoncés, d'autres ordinateurs très anciens. Une odeur de renfermé de poussière recouvre les murs d'un bleu terne et le sol en lino gris. La porte d'entrée s'ouvre, éclairant la pièce d'un ray de lumière. Puis, une main appuie sur un interrupteur. Une série de néons donnant à la pièce une lueur blanche et froide s'allume au plafond. Un homme entre dans la pièce. Il s'agit de Martial Lemaître. Martial, tu es le premier arrivé au rendez-vous. En premier lieu, j'aimerais savoir comment va Martial aujourd'hui. Martial, ça va, c'est un peu comme une rentrée des classes. Très très motivé, Martial, ponctuel. Après, toujours curieux à l'idée de voir ses collègues. Donc, Martial prendra sa place et attendra patiemment. Je fais un peu le tour du propriétaire, je regarde un peu le matériel, mais j'évite de toucher à tout, trouver un endroit où je me sens plutôt à l'aise pour m'installer et attendre. Et justement, tu es en train de faire le tour de cette pièce. Tu touches peut-être 2-3 trucs distraitement. Tu regardes peut-être par la fenêtre pour regarder l'extérieur. Un homme apparaît dans l'entrebâillement de la porte. Un homme dont le bras droit est soutenu par une écharpe de soutien. Et cet homme, c'est l'inspecteur Ante Posavets. Est-ce que tu as une pensée particulière ? Est-ce que tu as quelque chose en tête au moment où tu rentres dans cette pièce ?
Je sais pas qui je m'apprête à voir exactement. Je vais pas dire que je redoute les gens avec qui je vais travailler, mais pour moi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a beaucoup de choses nouvelles dernièrement. Je vais juste être attentif et prudent sur ce qui va se passer, pas spécialement essayer de me mettre en avant, mais plus être vraiment dans l'observation, au moins sur cette première journée, pour savoir dans quoi je me lance, quoi. Bah, moi, quand je le vois rentrer, je me rapproche tranquillement. Hein. Martial Lemaître, enchanté. Ante Posavets. Et vous êtes... Ça fait maintenant 2 semaines du coup que j'ai rencontré Monsieur Lemoine et qu'il m'a parlé de cette affaire. Il y a encore 3 semaines, j'étais en intervention dans les rues de Paris. Ah, vous êtes un agent de terrain. Ouais, ouais, ouais. Et vous du coup? Moi, je suis inspecteur de l'IGPN. Et j'ai rejoint aussi, il y a peu de temps, l'opération... Enchanté, monsieur. Et votre nom, excusez-moi, Ante Posavets. Posavets, je le prononce bien? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Je suis né en Yougoslavie. Ah oui, je ne sais pas ce que je sous-entendais en posant cette question. Y a pas de mal, monsieur. Vous êtes en train de discuter tous les deux, il y a un peu une forme de tension, on a l'impression de malaise, vous savez pas forcément comment vous positionner. Et quelqu'un tape doucement à la porte. Cette personne, c'est une jeune femme. Il s'agit donc de l'agent Mallory Baron. À quoi est-ce que tu penses ce matin en rentrant dans cette pièce? Je suis stressée, pas à l'aise. Je suis pas certaine de savoir ce que je fais là encore. Je suis un peu réticente. Bah, du coup, je vois qu'il y a 2 personnes qui sont déjà là, donc j'y vais doucement, je referme tranquillement la porte derrière moi et je me présente. Mallory Baron, bonjour. Bonjour, Ante Posavets. Je lui tends la main. Martial Lemaître, enchanté. Je lui rends sa poignée de main, mais tremblante, pas très à l'aise. Moi, je reste un peu silencieuse, un peu à l'écart. Peut-être plus trouver un bout de mur sur lequel m'adosser. En étant toujours ouverte à la conversation s'il faut, mais un peu en retrait quand même. Pour ma part, c'est vraiment attendre que tout le monde soit là et essayer de comprendre pourquoi ces gens sont là en fait. Écoute, moi, je prends une des chaises, hein, je m'installe en attendant. Je reste debout à faire les 100 pas, à m'approcher des fenêtres. Donc chacun d'entre vous reste un petit peu dans le silence. À peine une minute ou deux après que vous soyez partis tous de votre côté, il y a une 4e personne qui ouvre la porte et qui rentre dans la pièce. Et cette personne, c'est l'inspecteur Léon Castelli. Comment ça va, Léon? Léon, il s'était réveillé un petit peu énervé, hein, comme à son habitude, mais surtout ce qui avait fini de lui gâcher sa journée à peine commencée, c'est un flash info dans lequel on diffuse sur une chaîne nationale le nom d'un grand baron du crime qui a été retrouvé mort et torturé. Et en fait, il a ruminé tout le long du chemin qui était le putain de fouille-merde qui avait réussi à avoir ce genre d'informations et qui était le putain de sac à merde qui lui avait laissé avoir accès à ce genre d'informations. Balancer des noms de barons du crime qui ont été assassinés de la pire manière qui soit sur une chaîne nationale en période d'émeute et de recrudescence de la violence, ça va pas aider. Il a un petit peu de travers depuis ce matin et il ne fait que monter dans les tours à mesure qu'il s'approche du bastion, parce qu'en plus de ça, il doit rencontrer ses nouveaux collègues. Et Léon, il aime plus trop bosser avec des gens, donc il va se retrouver avec une garderie, quoi, et ça l'emmerde un peu. Et on va dire que sa mâchoire est beaucoup plus crispée que d'habitude. Il essaye quand même de garder un air aussi avenant que possible. Et justement, c'est en gardant cet air aussi avenant que possible que Léon te tend la main en tête. Du coup, je suppose que naturellement, il me tend sa main droite, que je lui attrape par-dessus avec ma gauche, je dis bonjour, et puis pas plus, quoi. Je le regarde un peu de haut en bas, mais j'entame pas plus la discussion qu'un bonjour. Du coup, moi, je passe au suivant, qui, je pense, dans l'ordre d'arrivée, va être du coup Mallory. Et du coup, je lui tends pareil, ma grosse paluche d'ours pleine de cornes. Et vous êtes Mademoiselle Baron, j'imagine? Oui, c'est ça. Et vous, Castelli, du coup. C'est ça. Je lui tends ma petite main fragile d'os en ayant un petit peu peur qu'il me brise un doigt sans faire exprès, mais je lui rends. Et je finis par me diriger vers, du coup, celui que je suppose être désormais Monsieur le Maître. Le Maître, j'imagine. Monsieur Castelli, Martial Lemaître, enchanté. De même. Donc il y a un silence assez étrange et pesant qui s'est installé entre vous quatre. Vous regardez tous un petit peu en chien de faïence. Un homme rentre dans la pièce. Ante, tu reconnais cet homme. C'est lui qui t'avait ouvert la porte et qui était présent au moment où tu as rencontré le moine il y a une semaine ou deux de cela. Et toi, Martial,
Tu le reconnais aussi, il était aussi présent lors de ton rendez-vous quelques semaines auparavant. Cet homme fait quelques pas. Unité Escaton, bonjour. Bienvenue dans vos locaux. Je suis ici de la part de Christian Lemoine. Compte tenu de la sensibilité de cette opération, il ne pouvait pas venir ici en personne et m'a envoyé ici pour lui tenir lieu de porte-parole. Vous pouvez m'appeler Virgile. Je suis l'analyste de l'opération et je me chargerai de traiter vos rapports de terrain. Ce bureau, c'est votre siège d'opération et de travail. Tends la main vers les ordinateurs. Tous les ordinateurs présents ici ont accès à tout le réseau de la DRPJ. Les cartons contiennent dossiers et rapports d'enquête. Vous avez un accès illimité aux différentes scènes de crime. Vos objectifs vous ont été signifiés dans les dossiers liés à l'opération. Et vous pouvez aussi avoir accès aux pièces à conviction. Avez-vous des questions à poser avant que je ne vous laisse ici? Moi, j'en aurais bien une. Apparemment, l'opération a déjà commencé à fuiter. Ça parle sur toutes les chaînes d'infos du meurtre d'Inarov. Une idée du nom du journaliste et de qui aurait pu laisser fuiter ce genre d'infos sensibles? Il te lance un regard en coin et pendant une fraction de seconde, tu vois 2 yeux très clairs qui te regardent sans aucune expression, puis il remet ses lunettes en place. Nos services sont sur le coup, inspecteur Castelli. J'ose croire que cette petite contrariété n'affectera pas le bon déroulement de votre enquête. Aucunement. Très bien. Comme vous le savez, nous sommes en sous-effectif. Les manifestations en ville risquent de nous empêcher de réagir aussi rapidement possible si vous deviez être sur le terrain. Ne comptez que sur vous-même, mais évitez de divulguer des informations sensibles. Ce sera tout? Très bien. Messieurs, madame, fait un demi-tour sur lui-même quasi parfait dans une espèce de mouvement sinueux, et il quitte le bureau en fermant la porte derrière lui. Je vais retirer mon manteau en soupirant bruyamment une fois que l'autre il est sorti. Et en me tournant du coup vers mes nouveaux collègues que je continue de dévisager. Alors c'est pas forcément un regard malveillant, que je continue en fait à essayer de jauger un peu au regard de ce que je sais sur eux, etc. Un peu de quel bois ils sont faits. Je m'approche du tableau blanc et je récupère un des feutres et je commence à écrire Dinarov sur le tableau que j'entoure. Et du coup, sans trop me tourner vers eux, je commence à un peu parler tout seul. On sait que la dernière en date parmi les victimes, c'est Dinarov. Et on sait également que ça a déjà fuité dans la presse. Donc là, du coup, je fais un grand trait à l'intérieur. Journaliste, point d'interrogation. Un autre trait, presse, qu'est-ce qu'ils savent? Et un autre trait encore avec écrit Bastion. Et avec en dessous écrit taupe, point d'interrogation. Et là, je continue sur ma lancée. Parmi nos ordres de mission, il faut qu'on anticipe et qu'on entrave les réactions des Boudvazi suite à la mort de Dinarov. Maintenant que sa mort a fuité, on peut déjà s'attendre à ce qu'il y ait du grabuge dans les rues. Je pense que ce serait déjà intéressant de commencer à surveiller les bases d'opération qu'on leur connaît. Quitte à demander à avoir des ressources supplémentaires avec des agents de terrain pour éventuellement augmenter les patrouilles, en tout cas sur les zones les plus chaudes, ne serait-ce que pour voir si ça crée du mouvement en lien avec la mort de Dinarov. Après avoir fait son pitch, je pense que je vais commencer à récupérer un des PC, me plaindre que le matos il est aussi vieux que moi et essayer de voir un peu la liste des points chauds connus qu'on pourrait mettre sous surveillance en attendant que éventuellement rebondir sur ce que pourront dire mes petits camarades. Parce que du coup, voilà, même si je les jauge un peu du regard et que j'attends de voir de quel bois ils sont faits, je pars du principe que s'ils sont là et qu'ils ont été choisis pour cette opération, c'est que c'est pas non plus les derniers des branquignoles. Et ils doivent quand même plus ou moins savoir ce qu'ils doivent faire. En fait, je m'attends à ce qu'ils se mettent dans le mood de on a accès à tout, on va fouiller quoi. Castelli, Oui. je peux vous appeler Léon. Oui, faites donc, Martial. Dites-moi, quand vous parlez de suivre les activités sur les points chauds des Boudvazi, là, notamment ceux qu'on connaît, vous voulez organiser une planque? Pas forcément une planque parce que je doute qu'on ait les ressources, même si l'idée n'est pas achetée. Non, dans un premier temps, je pense ce que je voudrais qu'on arrive à faire, c'est établir la liste des points importants dans lesquels ils peuvent avoir leurs opérations connues et dans lesquels ils peuvent avoir du mouvement suite à l'assassinat de Dinarov. Établir lesquels
nous semblent être les points les plus clés de leur organisation, là où ils vont vraiment avoir des intérêts à protéger et éventuellement établir une surveillance sur ces points-là, quitte à demander, une surveillance d'agents du terrain. Ne serait-ce qu'une présence, policière renforcée dans ces zones-là pour les empêcher, eux, d'agir librement et éventuellement, nous, d'avoir des infos, s'ils se font choper avant du mouvement là-bas. Et si on doit organiser une planque sur un de ces points, à ce moment-là, on pourra éventuellement y réfléchir, mais avant d'aller sur le terrain, non pas que ça me dérange d'aller sur le terrain, mais j'aimerais autant qu'on sache dans quoi on se lance. Si le but c'est la recherche de points chauds à l'endroit où on pourrait mettre des planques, etc., je leur dis que moi ça fait une semaine que c'est ce que je regarde et que des plans chauds il n'y en a pas des masses et qu'au contraire ils sont extrêmement discrets. J'ai pas l'impression que la piste de tiens à cet endroit-là ça bouge vraiment beaucoup, il faut qu'on arrive à s'y infiltrer. J'ai l'impression que ça c'est une impasse. Oui, clairement, si Ante, il a ces infos-là, pour le coup, on n'a plus besoin de chercher des points chauds. Et en fait, c'est ça la réaction, que nous, on voulait voir, suite à la mort de Dinarov, qu'est-ce qu'ils font? Bah, visiblement, non, au lieu de s'agiter, ils se planquent. Donc c'est pas forcément mieux. On n'a pas besoin de chercher des points chauds, Et par rapport aux 2 précédents meurtres, est-ce qu'il y avait eu une couverture médiatique? J'en ai pas souvenir. pas que je me souvienne, le premier remonte à combien de temps? 1 an, c'est ça? En 2017, il a eu lieu, il me semble. Pas souvenir d'avoir entendu parler de ça. Il y a une ritualisation des 3 meurtres. À chaque fois, il y a un protocole. Si mes souvenirs sont bons pour le dernier, j'ai pas vu la scène, mais le rituel est pas arrivé à terme. J'ouvre le dossier et je commence à sortir les photos de la dernière scène de crime que j'affiche du coup sur le tableau blanc avec les magnettes. Alors visiblement c'est ce qu'on a et non le rituel si c'en est un n'a pas été terminé. Les 2 premières scènes de crime sont excessivement propres alors que celle-ci la victime n'a pas été vidée ni de son sang ni de ses organes. Le ou les personnes qui font ça ont été interrompues d'une manière ou d'une autre. Alors moi, je vais quand même commencer à rechercher aussi de mon côté, pendant qu'on discute, justement les traces éventuelles de médiatisation des 2 premières affaires. En écoutant mes collègues, bien entendu. Je pense que je m'assois, un bureau un peu à l'écart, là où il y a sur un PC disponible. Mais je relis déjà le dossier papier qu'on m'avait donné, sans trop de conviction, essayer de faire un lien entre les 3, mais déjà juste le relire. Mais voilà, je me mets un peu dans cette ambiance-là, je sens l'énergie de: «Allez, c'est parti, on enquête». Du coup, je me remets dans mes documents. Je pense qu'elle essaye en fait d'établir un espèce de plan sur sa petite table avec toutes les photos. Essayer de voir si elle trouve des points communs qu'on aurait loupés, en fait, sur les photos. Je considère qu'il y a un truc qui me tape dans l'œil, qui paraît anodin dans le dossier ou alors j'ai l'impression qu'on en parle peut-être pas assez. C'est l'espèce de petit truc qu'on retrouve sous la langue des 2 premiers, mais pas du troisième. Et je me dis: «Est-ce qu'elle y est pas parce qu'il a pas eu le temps de finir? Est-ce que cette chose-là veut dire quelque chose? Est-ce que c'est un symbole? Est-ce que...» Si on est sur un consensus sur les points chauds, du coup, c'est le moment à la limite où je vous présente mon intuition sur est-ce que le troisième meurtre n'a rien à voir avec les 2 premiers. Est-ce qu'il n'y a pas justement un imposteur qui veut se faire passer pour le même tueur que les 2 autres et en insistant sur le fait qu'il n'y avait pas de corps, il y avait pas la scène n'était pas aussi sale sur les autres. Bah, moi je dis que c'est plausible parce qu'effectivement là, à regarder les photos, toute seule dans mon coin, ça fait pas trop sens le troisième meurtre. Il y a un peu trop d'incohérence, par rapport au premier. On pourrait se dire qu'effectivement il a pas eu le temps, mais il faudrait pas négliger cette piste, effectivement. Est-ce que ce serait pas un copycat? Je vais me tourner vers Mademoiselle Baron et rapprocher mon petit fauteuil roulant jusqu'à un PC à côté d'elle. Je peux vous être utile pour chercher éventuellement d'autres meurtres qu'on n'aurait pas liés à cette affaire-là, mais qui ressembleraient de près ou de loin, genre à des similarités dans les modus operandi, même s'ils sont pas complètement identiques. Moi, tel que je l'imagine, je vois Mallory au milieu des photos, des dossiers, en train de chercher des rapports entre les différents meurtres, d'essayer de comprendre si c'est un imitateur ou pas. Ante qui est peut-être avec elle, en train de regarder les photos aussi, de re-regarder les dossiers, de peut-être discuter avec elle de leurs théories.
Et Léon qui est peut-être juste à côté sur un ordinateur et qui fait la navette entre un ordinateur, des cartons où il ressort des dossiers, pendant que Martial est un petit peu dans son coin sur un ordinateur et est en train de chercher un petit peu s'il y a eu une couverture médiatique des 3 meurtres, en fait, des 2 autres meurtres de la série. Alors déjà, est-ce que je trouve un site qui parle des 2 précédentes affaires ou pas? Tu trouves pas grand-chose. Il y a des indications que ces personnes sont décédées, surtout pour Philippe Maudrange, qui était quelqu'un d'assez apprécié dans sa communauté, qui était un peu plus une figure publique. Issam, il n'y a pas grand-chose. Comme je te disais, juste une notice nécrologique, tu arrives à retrouver les rapports d'autopsie et tout ça, mais tu as vraiment l'impression que le silence a plutôt été fait là-dessus. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des articles du côté de sites indépendants? Tu trouves pas grand-chose non plus. Donc il n'y a quasiment pas eu de couverture médiatique. Est-ce qu'il y a des notes internes qui parlent de vouloir garder ces affaires-là à l'abri de l'opinion publique? Tu trouves pas de notes internes sur le sujet, sur le fait de garder l'affaire discrète. Je termine avec Léon. Du coup, dans les archives, parmi tous les meurtres non résolus, les affaires classées, etc., j'arrive à trouver un ou plusieurs meurtres qui ont des similarités au niveau du modus operandi. Pas forcément des similarités complètes, mais des choses qui sont assez significatives pour que je puisse me dire il y a moyen que ce soit la même personne qui tente de s'entraîner ou ce genre de choses, quoi. Ou vu que moi j'étais encore en train de chercher un copycat, est-ce que c'est quelqu'un qui s'entraîne ou est-ce que c'est un copycat qui s'entraîne à copier? Cette recherche-là, je la fais en partie sur le PC, mais vu que Léon c'est un boomer, au bout d'un moment les PC ça lui monte un peu au bourrichon et ça le saoule. Du coup, il prend sa tasse et son café et il se barre directement dans les archives pour aller soulever des cartons et engueuler un archiviste. Tu cherches longtemps, t'arrives pas à trouver de meurtre qui ressemble vraiment à ça. Par contre, ce que tu trouves, c'est une ancienne affaire qui a 15 ans. Tu fouilles et tu tombes sur des rapports d'autopsie d'un double meurtre dans une commune pas loin de Paris qui s'appelle Hertefeuille. Un couple ils ont été assassinés chez eux de manière assez sordide. Ce qui te frappe en fait et ce qui te retient un petit peu, c'est que en fait les 2 victimes, elles ont été éventrées. Leurs entrailles ont été disposées un petit peu partout chez elles et leurs langues ont été tranchées. Et je vais t'envoyer un petit truc. Quand tu l'as reçu, tu peux le lire à voix haute, s'il te plaît. Double meurtre et disparition sordide à Hertefeuille, le 15 février 2003. C'est sur une scène atroce que la police municipale de la petite commune d'Hertefeuille est tombée ce jeudi matin. Hervé et Irène Meurtier, un couple bien apprécié de la région, ont été retrouvés assassinés chez eux. Les entrailles des 2 victimes ont été disséminées autour de leur corps et leurs langues tranchées avec sauvagerie. Une brutalité qui pousse la police à s'orienter vers la piste d'un détraqué ayant attaqué la famille Meurtier. Le jeune fils adoptif de la famille est porté disparu, certainement enlevé par l'agresseur. Les Meurtiers avaient été applaudis par leur communauté pour avoir recueilli le jeune garçon. Hertefeuille, petite commune de Paris, sans histoire et sous le choc. Moi, du coup, avant de revenir dans la même pièce qu'eux pour leur faire la lecture, parce que ça, je vais le ramener avec moi, ça parle d'un gamin disparu. J'essaie de voir si je trouve pas des infos, voir on n'a pas retrouvé la trace de ce gamin d'une manière ou d'une autre. Je vais t'envoyer quelque chose. Alors attends, tu veux que je le lise à voix haute, celui-là aussi? Je veux bien. Hertefeuille, 2 enfants retrouvés errant sur la route, le 12 août 1995. Ce lundi matin, Norbert Leville ne s'attendait certainement pas à la surprise qu'il attendait. 2 jeunes enfants étaient en effet en train de marcher le long de la route qu'il emprunte tous les matins. Il semble que les 2 jeunes promeneurs aient été victimes de sévices physiques et de malnutrition. Les tourments subis par ces 2 rescapés semblent avoir aussi endommagé leur psyché, puisqu'ils sont tous 2 enfoncés dans un profond mutisme. À l'heure actuelle, la police n'a pas pu fournir aucun élément concret permettant d'identifier les 2 jeunes enfants. Donc lié à cet article, tu as une photo des 2 enfants en question. Tu en as un d'entre eux qui a la peau plutôt sombre, qui est un peu typé Afrique du Nord. Cheveux très courts, ils sont tous les 2 vraiment très maigres. L'autre a les cheveux un petit peu plus longs, châtain clair. Ils regardent tous les 2 vers l'objectif, l'air complètement hagard. Et quand tu regardes la photo, t'as vraiment la sensation qu'ils te fixent personnellement. Je pense qu'en fait, quand tu la regardes, t'as un petit peu une espèce de sensation, un petit frisson dans la nuque qui te monte parce que ça te rappelle douloureusement ta descente dans le palais 10 ans auparavant. Tu peux me poser 2 questions. Est-ce que ces 2 gamins, on a fini par leur filer un nom? Il y en a un qui a été adopté par les Meurtiers, donc j'imagine qu'il s'appelle Jackie Meurtier.
Et l'autre, est-ce qu'il est resté avec ou est-ce qu'on l'a envoyé dans une autre famille? Et du coup, si oui, est-ce que j'arrive à trouver cette famille-là? Tu trouves un nom et tout de suite ça te fait un tilt parce que le nom c'est Issam Nouri. Il s'agit du nom de la première victime. Deuxième truc qui t'interpelle tout de suite, c'est que quand tu fais des recherches sur l'autre enfant, tu penses que c'est celui qui a été adopté par les meurtriers, tu ne trouves absolument rien. Et c'est pas que tu trouves rien, genre il y a un dossier qui a été perdu ou que ça manque d'informations quoi, c'est que tu ne trouves rien et t'as un peu la sensation que tu ne trouves rien comme si quelqu'un avait retiré ces informations. Moi, j'ai l'habitude de faire perdre des informations à la police. Est-ce que cette perte d'informations, elle est au niveau, justement, genre de la police? Est-ce qu'il nous manque des archives en mode, «Ouh là là, j'ai perdu ce papier», comme moi j'ai l'habitude de faire? Ou est-ce que c'est en amont que, il y a des gars qui ont falsifié des trucs? En fait, est-ce que c'est la police qui a pas trouvé d'infos parce que quelqu'un ailleurs a viré ces infos? Ou est-ce que c'est dans la maison qu'on a un gars qui s'amuse à faire comme moi? Tu dirais, d'après ton expertise en la matière, que c'est un petit peu comme si quelqu'un avait retiré ces informations après coup. Quelqu'un est venu et a retiré les dossiers, toutes les traces manuellement. Bon, cette dernière info, je vais la garder pour moi. Pas de problème. C'est pas tant que je fais de la rétention d'infos, c'est que si je commence à dire qu'il y a des gens qui niquent des qui niquent les archives, ça va créer de l'enquête. Je remonte, avec, ces dossiers-là sous le bras, j'ai tout foutu dans un carton. Je suis l'archiviste, s'il y a quelque chose à en redire, je regarde de travers et je grogne. Je remonte avec mon carton. J'ouvre avec mon dos, de gorille et je pose ça sur la table, et je commence à déballer les dossiers, les photos, les articles de journaux, et cetera. Qu'est-ce que tu leur dis exactement? J'ai pas trouvé vraiment d'affaires exactement similaires au niveau du mode opératoire, mais par contre, il y a 15 ans, on a un double meurtre dans une commune pas trop loin, à Hertefeuille. Là, je ressors du coup les articles de journaux, etc. Un couple qui a été massacré chez eux de manière un peu rituelle. Autre fait qui vous intéressera très certainement, c'est que ce couple avait adopté. Du coup, là, je ressors l'autre article de 95. En 95, il y a deux gamins qui ont été retrouvés au bord de la route. Des gamins qui visiblement avaient subi le même genre de sévices que faisaient subir les Sevchenko à leurs victimes il y a quelques années de ça. Un de ces gamins donc avait été adopté par les meurtriers, donc les deux victimes, et il a été kidnappé lors de la soirée du meurtre. Et l'autre gosse est notre première victime, Issam Nouri. Peut-être que notre tueur a décidé de venir finir le taf. Et on a les traces de l'autre enfant, le fils adoptif meurtrier. Non, j'ai rien trouvé sur lui. Il a juste disparu. Il n'y avait aucun document dans les archives, il s'est juste volatilisé. Si on regardait du côté des meurtriers, ils ont dû forcément déclarer l'adoption. On pourrait peut-être trouver les traces. On pourrait avoir des photos plus ou moins récentes, au moins, je pense, à l'adolescence. Potentiellement déjà une base pour un profil. Je pense que c'est une des étapes par lesquelles il faudra qu'on passe. Il y avait vraiment rien dans les archives? Je le regarde droit dans les yeux, du haut de mon mètre 95. Pour casser ce malaise et histoire de montrer que Hanté il a envie de rentrer du coup dans le truc, j'attrape la photo des deux petits et je la colle au tableau blanc et je fous un magnète dessus en mode on a une piste, ça avance. En espérant que les deux puissent tourner la tête et arrêter de se regarder dans les yeux pour ne se rien dire. Franchement, tu vois ma gueule, vraiment pendant un moment je suis déconfit, je te regarde en mode sérieux? Au bout d'un moment, ça me gaffe parce que les concours de sub, je sais que je gagne, donc du coup, je me tourne et je vais me faire un café. Ouais. Moi, je pense que je poserai des questions à d'autres personnes pour savoir. Moi, je regarde du côté de la mairie. En plus de la mairie, je pense qu'effectivement on pourrait chercher du côté de l'école. Là. Et là-dessus même, la mairie pour les papiers d'adoption, etc. Les écoles pour voir le gamin. Et vu l'état dans lequel ils ont été retrouvés, ont certainement eu un suivi psychiatrique. Dans la mesure où du coup ça fait des heures déjà qu'on fait des recherches avec Mallory et que ça se passe pas forcément... Enfin, on n'arrive pas à trouver tant de trucs que ça alors qu'on y met beaucoup d'énergie. Hanté qui du coup a quand même fait des années de terrain. Là, il se dit que c'est peut-être le moment de proposer à ce qu'il prenne sa bagnole et qu'il aille faire un tour, tout seul ou pas, mais qu'il aille faire un tour dans le village et qu'il aille poser la question au directeur d'école s'ils ont des archives, des trucs comme ça. Il envoie l'idée, voir si quelqu'un dit Je vous accompagne. Et je me lève et je mets mon manteau. On n'a pas de photo du coup en fait de la scène de crime des meurtriers. On a les photos du dossier de la police pour le coup. Je récupère les photos des scènes de crime et je les incorpore dans mon
sur ma table de photos de crime qui commence à s'élargir un petit peu. Et j'essaye de voir si il y a la même technique ou en tout cas un début de technique qui ressemble aux trois d'après. C'est beaucoup plus brutal, beaucoup moins travaillé. Parce qu'il n'y a pas de je mets les organes dans des bocaux, parce qu'il n'y a pas une trace de sang nulle part, il n'y a pas de suspension au mur. Mais effectivement, c'est très similaire. Il y a vraiment quelque chose de très ritualistique autour de toutes ces scènes de crime, et tu sens les prémices de ça, en fait, sur ces photos. Quand tu dis l'aspect rituel, c'est vraiment la disposition ou vraiment la manière dont il les a tués? La disposition, d'une part, les deux corps sont face contre terre, posés au milieu de leur salon. La scène de crime est couverte de sang. Leurs organes ont été sortis de leur ventre et ils ont été disposés autour d'eux. Et entre les deux corps, qui doivent être à un peu moins d'1 mètre de distance, les deux langues, elles ont été déposées. Ok. Si je peux avoir un contact avec le médecin légiste, du coup, qui a travaillé sur le dernier meurtre. Juste pour ajouter, parce que moi j'ai un truc à te demander. En gros, moi j'ai tilté, pas à ce qu'a dit Léon, mais surtout au fait que il manque des trucs aux archives. Et ça me plaît pas trop. Donc ce que je veux faire, c'est que j'y vais pas par rapport forcément à Léon, mais je veux y aller juste pour me renseigner sur... bon, peut-être qu'il a pas trouvé, mais c'est étonnant qu'on ne trouve pas... Je sais qu'il y a eu des pertes avec le déplacement des dossiers entre le quai des Orfèvres et le Bastion, mais j'ai quand même... Je me dis peut-être qu'il a raté un truc. Alors je vais y aller, et je pense que je vais demander simplement à mentionner justement le cas de Hertefeuille, comme quoi je cherche encore des informations, sans dire qu'il manque des trucs, parce que je suis pas censé être au courant, puis je vais essayer de trouver qui apparemment manque. Et après, effectivement, vu que je serai aux archives, mais je pense qu'on a dû les avoir de notre côté, c'est jeter un œil avec tous les dossiers sur les morts inexpliquées des membres des bouts de Vasie, et toutes les représailles qu'auraient pu avoir lieu contre les membres de l'organisation. Tu reprends un petit peu le chemin qu'a fait Léon et Ante, qui t'ont précédé joyeusement tous les deux en discutant pour se rendre à la voiture d'Ante, laissant Mallory seul dans le bureau. Tu descends le long des couloirs, tu rejoins le bâtiment principal du Bastion. Tu te retrouves en quelques minutes aux archives. Tu as un simple bureau qui fait face à une grande salle qui est remplie de vieux dossiers. Il y a des vieux ordinateurs, des vieux lecteurs à fiches. Ils ont essayé de récupérer le maximum de choses. Et tu as donc l'archiviste, que je n'ai pas décrit tout à l'heure par gain de temps, mais qui est donc un officier de police en uniforme. Un homme d'une trentaine d'années, plutôt banal, cheveux ras, yeux clairs. Oui, inspecteur, je peux vous aider? Inspecteur Lemaître, oui, je viens dans le cadre d'une affaire sur laquelle je travaille. J'ai besoin d'accéder aux archives, c'est dans le cadre de l'opération Escaton. Du coup, il tapote un petit peu sur son... oui, je vois, oui. Ou pas de problème pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors c'est assez simple, j'ai mon collègue qui est passé auparavant, Léon Castelli, qui a mené des recherches sur le cas de la famille Meurtier. Oui, il a retiré la plupart des documents sur l'affaire, oui, bien entendu. C'est par rapport au fils adoptif de la famille Meurtier. Je cherche des informations. Savoir ce qu'on a pu compiler. Il m'a dit qu'il n'avait pas trouvé d'informations et j'aimerais quand même jeter un œil. Pas d'informations, c'est bizarre. Oui, assez. Tout à fait inhabituel. Le fils adoptif était justement porté disparu. Mais on n'a pas trouvé d'informations supplémentaires sur le sujet. Il tapote sur son clavier pendant que tu lui parles. Oui, bien sûr, tout à fait. Il bloque un peu sur son écran. Je ne trouve rien du tout. Un vice de procédure peut-être Je n'ai aucun dossier. Tu vois qu'il est vraiment très emmerdé en fait. Il passe quelques minutes, il te regarde en coin, l'air vraiment très gêné. Peut-être que tout n'a pas été informatisé malheureusement. C'est ça qui m'interpelle, c'est la première chose que je me suis dite. Effectivement, en 95, tous les circuits de la police n'étaient pas parfaitement informatisés. Ça arrive que des dossiers se perdent, mais généralement on a toujours une trace de quelque chose. Mais là, je n'ai rien du tout. Je n'ai même pas de dossier sur la disparition du jeune garçon. Je n'ai rien du tout. C'est comme si cette personne n'avait jamais existé. Je vous remercie pour votre temps. Si vous voulez accéder aux archives et faire des recherches de votre côté, je vous en prie, faites comme chez vous. Je vais prendre un peu le temps dans les archives si ça vous dérange pas. Tu rentres donc dans une grande salle poussiéreuse, des étagères en métal qui se profilent de long en large. C'est couvert de dossiers qui sont classés par date. Plus tu t'avances, moins c'est informatisé et automatisé. Ça va peut-être te prendre du temps de faire des recherches. Je vais quand même chercher de ce côté-là, voir ce que je peux trouver en physique. Après, sinon, je vais
Comme je te disais, prendre le temps de collecter toutes les infos sur les meurtres en lien avec les membres des bouts de Vasie. Tu vas me faire un bon vieux jet de chercher des indices et on va voir ce qu'il en découle. 13. Du coup, ça te prend beaucoup de temps, tu épluches beaucoup de dossiers, tu n'arrives pas forcément à trouver toutes les informations que tu désires et tu vas être obligé de faire un choix sur ce que tu cherches, donc je vais te demander de me poser une question. Alors, est-ce que je reste sur la recherche des archives manquantes? Ouais, je vais peut-être rester là-dessus. Est-ce que je trouve de nouveaux éléments en lien avec la famille Meurtier qui date de 2003? Ou est-ce qu'il n'y a rien du tout? Vraiment rien du tout sur les meurtriers. Par contre, du coup, tu m'as mentionné le fait que tu continues à chercher des choses qui pouvaient être en relation avec cette affaire et ce qui a pu se passer à cette époque-là. Tu sais pas pourquoi ça te fait un écho bizarre. Plusieurs affaires de cambriolage, en fait. Des cambriolages et qui ont tous eu lieu à des endroits qui étaient assez peu probables. En fait, t'as l'impression que quelqu'un s'est servi dans des archives, dans des mairies, dans des banques, pour récupérer des objets qui semblent pas forcément avoir de valeur. Et c'est arrivé à peu près au même moment. Très bien. Donc Mallory, pour joindre les archives et plus tard donc le département du médecin légiste et la morgue, il faut que tu traverses en fait la coursive qui relie les deux bâtiments du bastion ensemble et que tu traverses tout un réseau de couloirs qui sont assez agités de monde. Je suppose qu'avec la panique qui est en ville en ce moment avec d'un côté les manifestations et l'ambiance habituelle, c'est encore plus agité que d'habitude, donc tu croises vraiment un flot de monde assez affolant qui sont tous occupés à leur bureau. T'as pas mal de gens qui s'en vont aussi, qui partent certainement sur le terrain. On traverse donc des coursives et des bureaux qui sont éclairés par les lueurs tremblotantes des néons. Tu finis par arriver sans encombre au niveau des archives où tu vois Martial au loin qui est en train d'éplucher les dossiers. Donc j'imagine que tu fais un petit signe de la main pour lui dire que tu n'es plus dans le bureau. Non, c'est ça. Bah, du coup, je me dirige vers elle avant qu'elle parte. Mallory, vous allez voir le légiste, c'est ça? Vous voulez que je vous accompagne ou... Non, si vous êtes sur autre chose, je peux le faire toute seule, y a pas de souci. Parce qu'au pire, je peux prendre les dossiers et les consulter sur place, hein, si vous voulez qu'on soit plusieurs sur le... Vous aurez peut-être d'autres questions que moi j'aurais pas. Vous ressortez donc tous les deux des archives. Vous retraversez des bureaux un petit peu bruyants. Je ne sais pas si vous discutez l'un avec l'autre pendant ce temps-là. Elle est pas très bavarde, hein. Et en fait, Mallory, ton regard, il se perd distraitement entre les bureaux. Tu regardes un petit peu aux alentours et tu croises le regard de quelqu'un que tu connais bien, Yann. Ok. Passé par les stupes, il est au fond sur un bureau de l'open space en train de discuter avec un collègue. Il tape sur un ordinateur de temps en temps. Il relève les yeux, il croise ton regard. Quand il te voit, il a un petit sourire qui apparaît, puis il relève la tête, il voit que Martial est à côté de toi. Du coup, son sourire grandit encore plus, et il te fait un petit clin d'œil discret en mode j'espère que ça va. J'ai ralenti un peu, mais en fait, je suis mal à l'aise et je vais faire genre qu'il s'est rien passé en espérant que Martial n'ait rien vu. Martial, tu sens que Mallory a un petit peu ralenti l'allure. Moi, je fais comme si de rien n'était. Je rends le sourire aussi à Yann, parce que je suis quand même content de le croiser. Donc, du coup, tu relèves la tête, tu vois que Yann vous regarde et te fait un petit clin d'œil aussi. Ce petit moment de gêne passe. Vous vous retrouvez tous les deux dans un ascenseur qui va vous mener au sous-sol en fait du bastion. C'est une petite descente, donc ça prend bien une minute ou deux. Est-ce qu'il se passe quelque chose pendant cette descente? Est-ce que vous vous adressez des mots ou est-ce qu'on reste dans un silence gêné et perturbant pour tous les deux? Je pense qu'on va encore rester sur de la gêne et... Ouais. Mais moi, je suis pas non plus ultra loquace en mode sinon ça va, quoi de neuf? Non. Ouais, non, pareil. Moi, y a pas besoin de parler, hein, c'est pas... On n'est pas du tout dans la même ambiance bien éclairée, spacieuse de l'open space précédente. Cette fois-ci, on est vraiment dans des couloirs en béton, éclairés par une espèce de lueur un petit peu bleutée. C'est très calme, il n'y a pas de bruit, mais alors que vous vous approchez, vous entendez une musique très très forte arriver depuis l'arrière de la porte du bureau en question. Vous faites donc face à une porte sur laquelle il y a une plaque Sibylle Neufet, médecin légiste. Alors, Mallory, la musique très très forte comme ça, c'est pas trop son truc. Je pense qu'elle a une espèce de gêne physique, peut-être pas au point de se boucher les oreilles, mais au moins une espèce de gêne sur son visage de c'est quoi cette merde? On se serait bien passé de ça. Bon, allez, hein, maintenant qu'on est là. Ouais, moi j'ouvre la porte délicatement, voir déjà s'il y a quelqu'un dans ce bazar. Alors,
Tu rentres effectivement, non pas forcément dans un bazar, c'est plutôt bien rangé en réalité, mais vous y voyez pas grand chose parce que c'est éclairé par des néons qui sont de couleur violette. Ça donne une espèce d'atmosphère très très sombre au lieu, qui reste quand même très très bien rangé. Étagères métalliques de partout, tout est carrelé sur les murs de blanc. La première chose que vous entendez par-dessus la musique, c'est le bruit du tapotement des doigts sur un clavier. Et au milieu donc d'étagères remplies de dossiers, de petites statuettes qui représentent des parties du corps humain, vous voyez donc une jeune femme en train de tapoter sur son clavier avec un air très concentré. Il y a une petite odeur de désinfectant et de formol qui se dégage de toute la pièce. Elle vous calcule pas trop quand vous entrez, il faut quelques secondes pour relever la tête. Et vous faites donc face à une femme pas loin de la trentaine, cheveux courts et noirs, la peau mate, qui est habillée d'une blouse blanche et qui est habillée en noir complet en dessous, qui a vraiment une tête de profond désespoir. Pas du désespoir de tristesse, du désespoir de... Oh non, pas des visiteurs s'il vous plaît. Elle pousse un long soupir, elle baisse la musique. Elle appuie sur un interrupteur à côté d'elle. Il y a des néons qui clignotent et qui allument la pièce d'une lumière blanche. Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, moi je me cale sur le côté. Je laisse faire Mallory. Hein. Je me présente, Mallory Baron. On venait vous voir concernant ce que vous aviez pu trouver sur Dinarov. On avait quelques questions. Ah, vous êtes sur le truc secret là? Ne vous inquiétez pas, on m'a rien dit, je sais rien, je dirai rien à personne. On m'a juste dit de vous donner tout ce dont vous aviez besoin si vous aviez des questions. Posez-moi des questions, je vous réponds. Donc Dinarov. J'en profite pour lire le dossier sur le côté, tu sais, je laisse Mallory faire. Et je lâche quand même un petit... Eh ben voilà, c'est parfait. Elle te jette un œil, elle a vraiment un air maîtrisant du coin de l'œil, ravi d'aider. Du coup, je lui demande si on a retrouvé de la Vejima dans tous les meurtres, y compris Dinarov, et si c'est le cas, comment ils ont fait pour découvrir ça. Elle est en train de tapoter sur son ordinateur en même temps que tu lui poses cette question. Dinarov, ouais, il y avait une petite trace de Vejima dans son sang, suffisamment pour qu'il soit quand même bien shooté. Concernant les autres meurtres, elle tapote rapidement. Ouais, il y avait des traces, un peu de traces dans leurs organes. Il y avait une trace de piqûre sur leurs avant-bras aussi, au niveau du bras droit. Quelqu'un qui sait y faire en plus, hein, c'était pile dans la veine. Clairement, le mec qui fait ça, sait de quoi il parle, hein, c'est très précis, c'est fait pour faire mal. Assez nickel. Je peux faire quoi d'autre pour vous? Du coup, est-ce que entre la manière dont ils ont été assassinés et la précision des piqûres, on peut déduire que c'est quelqu'un qui serait du milieu médical? Quelqu'un, en tout cas, qui serait d'une profession qui permettrait d'avoir ce genre de précision? C'est difficile à dire si c'est un chir, si c'est un médecin ou quoi, mais il y a des bonnes connaissances sur la manière de faire vraiment mal. Vous voyez, toutes les blessures qu'il y a sur les corps, toutes les taillades qu'il a faites, c'est au niveau des nerfs, c'est au niveau d'endroits où ça saigne beaucoup, c'est fait pour faire peur et c'est fait pour faire mal. Ça, on le retrouve pas mal chez des gangs qui cherchent à impressionner des gens plus faibles qu'eux, des trucs comme ça, tu vois. Ah, si je peux te tutoyer, je suis pas trop sur le protocole, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on voit. Elle te jette un œil encore une fois, super agacée. Sinon, votre copain là, il est bien mignon, mais il va se contenter de me faire des remarques à chaque fois que j'ouvre la gueule ou il a quelque chose à faire avec vous? Ne soyez pas si susceptible. Ouais, susceptible. Moi, j'aime pas trop qu'on vienne me casser les couilles chez moi, donc tes remarques, tu te les gardes, s'il te plaît. Moi, je suis dans mon dossier, hein. Esquisse un sourire en coin et je continue à lire. Ça me met très mal à l'aise, les deux. Hein. Je suis là entre les deux en mode « Pourquoi vous faites ça ?» Te fais un petit clin d'œil, t'inquiète, on est toutes les deux et on n'est pas obligé d'avoir l'assentiment de l'autre con. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Je me retourne peut-être vers Martial, genre s'il a un truc à dire sur le gros con ou... Non, je suis dans mon dossier. Cette précision pour faire mal, ça pourrait montrer qu'il aurait torturé les personnes avant de les tuer. On aurait presque des méthodes d'interrogatoire en réalité. Je sais pas si t'es chaude pour voir ce genre de choses, mais j'ai 2-3 dossiers. Du coup, elle commence à te sortir une pile de photos, mais qui n'ont absolument rien à voir et qui viennent. T'as l'impression qu'elle a une petite collection en fait de photos de torture, de cadavres.
En Amérique du Sud, ils sont très très friands de ce genre de truc, tu vois. C'est pas fait pour tuer, c'est un peu le principe des 1000 coupures, tu vois. Tu connais ou pas? Non. Elle commence à aller ouvrir un autre dossier. Je sais pas si tu l'en empêches ou pas. Non, bah non, j'en ai pas la force ni la foi, donc je la laisse faire. Donc elle te sort une série de photos tout aussi ignobles les unes que les autres de corps qui sont tailladés un petit peu partout et qui dégoulinent de sang. Et tu vois, ça c'est fait exprès pour exhiber la chair directement sous la peau. Donc la personne est attachée et c'est impossible qu'elle se débatte. Et du coup, en fait, elle ressent toutes les sensations parce que ses nerfs et ses muscles sont à vif. Bah, c'est un petit peu le même principe qu'a fait notre copain. Les crochets plantés dans le dos. La personne n'est pas attachée, mais si elle essaie de se débattre trop, les crochets déchirent sa peau, mais ils sont suffisamment ancrés dans sa chair pour qu'elle puisse pas s'en sortir totalement. Donc le mec continue à se débattre comme un taré, mais il peut pas s'en sortir, il se blesse encore plus et le type peut continuer à le taillader autant qu'il veut. Franchement, en termes de torture, c'est du grand art. Moi, j'en profite pour me rapprocher de Mallory. Si vous pouviez lui demander si jamais elle connaît les techniques de torture albanaise par hasard. Ouais, en fait, je suis là, donc je peux te répondre en cas. Je vais vous laisser, hein, vraiment. Je me sens pas bien, moi, je vais vous laisser. Je vais boire un peu d'eau, je me permets, hein, je reviens. Tu pars vraiment ou tu... Oui, oui, je pars vraiment boire de l'eau. Je les vois là en train de s'affronter un peu et je fais ok, moi je vais boire de l'eau, voilà. Tu ressors en fait pour aller t'approcher d'un distributeur qui est dans le couloir. Et Sibyl te fait mais attends Non, mais je reviens, hein, juste je vais boire de l'eau, je reviens. Du coup, elle se retrouve face à toi, Martial. Bon, et alors, du coup, vu qu'on parlait de torture, c'est un sujet que vous maîtrisez. Qu'est-ce qu'il y a des techniques en Albanie qui ont été utilisées pendant la guerre du Kosovo, des choses comme ça? L'Europe de l'Est, c'est plutôt fertile comme terreau, mais c'est pas non plus les mecs les plus imaginatifs. Après, si tu veux tout savoir, les bouts de Vagi, ils sont plutôt experts dans l'inventivité aussi, tu vois. Ils ont l'habitude d'envoyer des morceaux de gens pour demander une rançon, ils ont l'habitude de laisser des cadavres tailladés, mais pas aussi précisément si c'est ta question. Ce que je peux te dire de sûr, c'est que le mec qui a fait ça, pas forcément un médecin, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui est très précis non plus. Par contre, il s'y connaît suffisamment pour savoir exactement où il faut faire mal, donc ouais, peut-être qu'il a suivi, il a des bases en médecine ou quelque chose comme ça, mais je dirais pas forcément que c'est un mec qui est basé sur la tradition, tu vois. Le coup des crochets, c'est pas un truc que tu retrouves dans plein de cultures ou quoi. C'est surtout qu'il a l'air de prendre son pied à faire mal aux autres. Je suis revenu entre temps. Hein. Je passe derrière Mallory pour me remettre à ma place tranquillement. Je lui laisse reprendre la main, de toute façon. Sibyl se retourne vers vous. Vous avez d'autres questions Est-ce que vous seriez capable de déterminer si les empreintes qu'on a retrouvées autour du corps de Dinarov, elles ont été faites bien après sa mort? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces empreintes-là? Grosso modo, Dinarov, ses blessures et sa mort, je les estimerais à bien une demi-heure, 1 heure avant que les corps dehors soient morts. Et c'est les mêmes empreintes à l'extérieur et à l'intérieur dans les flaques de sang. Donc, si ta question c'est est-ce que les empreintes elles datent d'après, moi je te dirais que oui, parce que c'est la même personne qui semble avoir buté tous les mecs dehors. Je sais pas si ça t'aide. Oui, oui, c'est toujours intéressant. C'est quoi, tu penses que c'est l'assassin qui a laissé des empreintes? Je peux pas le dire avec le peu d'informations que j'ai pour l'instant. Bah moi je peux te dire, moi. D'accord, qu'est-ce que t'en penses? Je lève la tête du dossier. Moi je pense que c'est pas le même gars et ça me paraît pas plausible. Pourquoi ça? Parce que sur toutes les autres scènes de crime, le mec a laissé aucune empreinte, il y a aucune trace. Je suis persuadé que les empreintes elles datent d'un petit peu plus tard. De toute façon, selon toute logique, le mec à qui appartiennent ces empreintes est rentré après qu'il soit cané si tu veux. Je l'avais dit, hein, mais... Vu comment elle s'extasie devant ces petites photos de cadavres, elle doit s'y connaître un peu en rayons étranges, tu vois, qui sortent un peu de l'ordinaire. Du coup, je lui pose la question, est-ce que cet aspect rituel, ça vous parle? Est-ce que vous avez des connaissances là-dessus? Est-ce que vous avez des éléments un peu précis à nous donner là-dessus? En ce moment, c'est vraiment beaucoup la merde en ville. Oui, j'ai vu. J'ai pas pu m'empêcher de faire 2-3 petites recherches perso. Et il y a pas très longtemps, ça fait genre peut-être 1 semaine, 10 jours, il y a un mec qui est venu déposer un petit colis, d'ailleurs un mec de chez nous, c'était une langue. Et le mec a pris des photos et en fait il a retrouvé ça, on a acheté peut-être les photos. Ce sont des photos qui représentent en fait une espèce d'hôtel
qui a été vraiment bâti avec ce qu'il y avait sous la main. Donc ça, il y a des pneus qui sont empilés les uns sur les autres. Il y a des cierges qui ont été posés dessus. Il y a des papiers journal. Il y a du grillage en métal qui forme une espèce de structure sur laquelle est déposée cette langue. Regarde le symbole au-dessus. Effectivement, juste au-dessus, il y a un symbole qui est tracé en rouge. Et ce symbole, ça représente une sorte de crochet. Et au bout de ce crochet, il y a un œil. Vous voulez dire que ça pourrait être un lien? Je sais pas si c'est un lien, mais en tout cas, il y a quelqu'un en ville qui s'amuse à trancher des langues et à les poser un petit peu partout. Et ce symbole, il est revenu plusieurs fois. Il a été retrouvé où, ce symbole? Il y a plusieurs autres endroits en ville, des hôtels du même type, partout, toujours une langue déposée. Et il y a même une fois, il y a pas si longtemps, où c'était près de la coulée verte, je crois. Une maman avec son bébé qui se baladait là, enfin un truc de ouf, quoi. Il y a un mec qui est sorti de nulle part, qui a grippé le bébé, qui a tranché la langue du bébé sous les yeux de sa mère, puis il l'a laissé là. En l'occurrence, là, c'était un type qu'on a vu, il a un signalement et tout, et puis il a disparu aussi sec. Bah là, j'ai levé la tête. J'étais là ce jour-là. Une boucherie, cette scène. J'étais pas en service. Je savais pas que c'était lié. Et c'était quoi le signalement? Il tape sur son ordi. Plutôt un mec, elle a pas su donner trop de détails, blanc apparemment, portait un pull à capuche blanc. Ah, intéressant. Je suis tombé sur eux peu de temps après. C'était plusieurs mecs. Ah ouais, je crois retrouver un témoignage. Mais c'est toi, Martial Lemaître, en fait. Ouais, enchanté. C'était avec un collègue à moi, justement. Je vois un autre nom là, Maxime Duclos, ouais. C'est ça. Apparemment, t'es toujours là pour en parler, c'est que ça a pas dû être si terrible. Ouais, ils étaient pas mal allumés, les gars. Alors, en tout cas, il y a une bande de mecs ou un mec qui s'amuse à faire ça un peu partout en ville et on sait pas trop pourquoi ils font ça, mais enfin, tout le monde pète les plombs avec cette merde qui circule dans les rues, donc c'est pas super étonnant non plus. Ouais, alors je confirme, c'est une bande. Est-ce qu'on peut vous emprunter la photo? Celle avec le symbole, justement. Ah, bien sûr. Ouais, et si vous avez pas d'autres questions à me poser, moi j'aimerais bien bosser sur mes trucs. Non pas que ma compagnie vous déplaise, il y en a au moins un sur deux que je trouve sympa. Mais merci, on va vous laisser travailler. J'ai une dernière question quand même. Excuse-moi, Martial. Bah, on part, j'en peux plus. Bon, bah, je lui redemande juste précision. Est-ce qu'elle pense que ce qui a été retrouvé sous la langue, ça pourrait se rapprocher du symbole qui a été retrouvé à côté des langues sur les hôtels dont elle parle? Elle se contente juste de prendre la photo de l'hôtel, la photo donc du crochet déposé sous une langue. Elle te les montre côte à côte et effectivement ça se ressemble pas mal. Moi je peux pas faire de conclusion, c'est pas mon taf, ça c'est le vôtre. Eh ben merci, on va s'arrêter là. Bah tout le plaisir est pour moi, hein. C'est pas souvent que j'ai des visiteurs, j'aime bien que ça reste comme ça. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ouais, eh ben on n'hésitera pas. Et bonne journée. Et au moment où vous vous retournez pour sortir, puisque j'imagine que c'est ce que vous faites, elle rebalance le volume de la musique à fond. Et elle éteint les néons au moment où vous fermez la porte. Ouh. Ah, quel phénomène. Ça m'a épuisé. Ah, moi de même, je sais pas si j'aurai la force de remonter là. Non, moi non plus. Vous venez d'écouter un épisode de Néon et Opal. Néon et Opal est une campagne pour Cult, Divinité perdue, écrite par Jericho, le maître de jeu. Cult est un jeu écrit par Peter Nallo et Robin Lienberg et édité en France par Arcane Asylum. Léon Castelli est interprété par Tommy The Cat, Martial Lemaître par Cassidy, Mallory Baron par Sully et Ante Posavets par Ciaris qui compose aussi la musique de Pallium. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la bande originale du podcast sur Spotify, Deezer et YouTube. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez suivre Pallium sur Instagram, Facebook et TikTok, vous abonner à notre page YouTube, commenter cet épisode, ajouter le podcast à vos favoris et partager nos épisodes sur vos réseaux. La suite de Néon et Opal arrive très bientôt. Arrive très bientôt. Arrive très bientôt.